Bonjour à tous, je suis Alexandra Grévin, avocat spécialisée depuis un peu plus d'une dizaine d'années en droit du handicap. Donc je m'occupe que d'enfants et d'adultes handicapés et tout type de handicap. Voilà. Donc je vais vous présenter un petit peu les droits devant la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées. Voilà, c'est tout l'aspect un petit peu administratif, en sachant qu'avec moi, je l'espère, le droit sera très simple. Je vais vraiment expliquer des choses, des astuces, du concret, pour que ce soit plus simple. Et on verra évidemment dans les ateliers cet après-midi, beaucoup plus en détail, le dossier MDPH, à la fois pour les enfants et à la fois pour les adultes. Voilà. Alors d'abord les droits. Donc surtout la procédure devant la MDPH. Donc vous avez compris, MDPH, comme je disais, Maison départementale des personnes handicapées, c'est ces fameux dossiers et documents qu'on remplit qui font 8 pages, dans lesquels il faut renouveler régulièrement tous les 2 ans, tous les 5 ans, enfin, selon les décisions d'attribution qui ont été données par les commissions. Donc on a la première étape, un enfant ou un adulte en situation de handicap, tout simplement. Ensuite, on dépose sa demande, donc ce fameux formulaire CERFA qui fait 8 pages devant la maison départementale des personnes handicapées de son lieu de résidence. Ensuite, et c'est là que ça va se compliquer, parce que ce que je vais expliquer, enfin vous allez voir, ça va rester simple, ce que je vais expliquer, c'est ce que dit la loi. Mais dans la réalité, je sais que c'est très différent. Mais je trouve que c'est très intéressant de vous expliquer le cadre juridique, le contexte juridique, pour savoir justement quels sont nos droits et ce qui est respecté et ce qui ne l'est pas. Alors, ce que dit la loi, c'est qu'une fois qu'on a déposé ce fameux dossier devant la MDPH, qu'on a passé des heures à remplir, à joindre les certificats médicaux, tout ça, normalement, il y a l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH qui se réunit. Alors ça, dans la réalité, ça se fait. C'est-à-dire que soit c'est une personne toute seule, donc ça peut être une assistante sociale, une infirmière, un médecin, qui va regarder le dossier et qui va en fait fixer le taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adulte. Et puis, cette équipe, donc, elle va évaluer les besoins, elle va également, ce qu'on appelle, et c'est là qu'on le voit beaucoup moins, finalement rédiger ce qu'on appelle le plan personnalisé de compensation. Donc en fait, c'est un document qui à la fois préconise, en tout cas indique, quelle est l'orientation scolaire de l'enfant, quelle est l'orientation, que ce soit en milieu spécialisé ou en milieu ordinaire, peu importe. Et puis également, quelles sont les prestations sociales qui peuvent être applicables par rapport à l'incapacité de l'enfant. Donc, est-ce qu'on va être sur un complément 4 de l'allocation d'éducation enfants handicapés? Je vais y revenir vraiment très en détail cet après-midi sur les différents compléments, quels sont les critères pour pouvoir l'obtenir. Ou est-ce qu'au contraire, l'enfant, il est plus préférable qu'on puisse bénéficier de ce qu'on appelle la prestation de compensation? Là encore, j'y reviendrai en détail cet après-midi. Et donc, cette équipe, elle est censée rédiger ce plan. Alors, sauf dans le cadre d'une demande de prestation de compensation, en général, ce plan personnalisé de compensation, dans la réalité, on ne le voit pas. Et c'est bien dommage, parce que ce que dit là aussi la loi, ah oui, juste une petite précision sur le taux d'incapacité, parce que c'est l'équipe pluridisciplinaire qui fixe le taux d'incapacité de l'enfant ou de l'adulte en fonction du guide barème qui s'appelle l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles. Vous l'avez facilement en ligne, ça fait une 50aine de pages, je l'ai avec moi. Et donc on fixe le taux d'incapacité de l'enfant. En tout cas, il y a une proposition. Donc une fois que cette équipe pluridisciplinaire s'est réunie, qu'elle a évalué les besoins, que normalement elle est censée rédiger ce fameux plan personnalisé de compensation, eh bien ce plan doit être transmis à la famille. Et donc la famille, ce que dit la loi, c'est qu'elle a 15 jours pour présenter les observations. Et c'est là où ce plan me semble un document intéressant et qu'on ne voit pas souvent, sauf comme je le disais pour les prestations de compensation du handicap, c'est que si la famille est d'accord, bien très bien, elle peut l'indiquer ou pas, et si elle n'est pas d'accord, eh bien c'est là qu'il faut, ou même avant, demander à être entendu par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui est la commission qui décide pour l'attribution des prestations sociales, pour l'attribution de l'orientation, les établissements médicaux spécialisés, etc. C'est vraiment elle qui est l'organisme décideur de la MDPH. Donc dans la réalité, on ne le voit pas, donc souvent d'emblée, on atterrit direct à l'étape numéro 5, qui est la réunion de la commission des droits. C'est-à-dire que cette commission, elle se réunit, ils sont
quand c'est des commissions plénières, ils sont à peu près un petit peu plus d'une vingtaine. Alors c'est assez impressionnant, je ne sais pas si parmi vous des parents sont déjà allés, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que voilà, ils sont une vingtaine. Ils vous posent tout un tas de questions, donc il y a des représentants du département, des représentants de l'éducation nationale, il y a des représentants d'associations, il y a quelques salariés de la MDPH qui normalement n'ont pas de droit de vote. Ces salariés expliquent uniquement, en tout cas transmettent les propositions de l'équipe pluridisciplinaire. Et puis il y a le président de la commission qui est là, et c'est en général lui qui nous pose des questions lors de cette commission. Donc c'est impressionnant parce qu'on a ce sentiment souvent de devoir se justifier, de devoir demander plus par rapport aux dépenses que l'on a ou parce qu'on a arrêté son activité professionnelle. Donc c'est vrai que c'est un moment qui n'est jamais très facile. Et puis il y a des présidents ou des membres de CDA qui sont très agréables, il y en a d'autres c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, et donc selon les membres, ça peut être un moment qui peut être un petit peu difficile. En tout cas, ce que prévoit la loi, c'est vraiment le droit d'être entendu devant cette commission. Et il y a une des diapos qui le disait tout à l'heure, j'ai juste oublié, je vais juste revenir en arrière une seconde. Si j'y arrive, oui, j'y arrive. C'est l'équipe pluridisciplinaire, ce que prévoit la loi aussi, c'est qu'on peut être entendu aussi au stade de l'équipe pluridisciplinaire. Donc ça suppose de l'indiquer au moment où on dépose son dossier devant la MDPH, on l'écrit dans son courrier d'accompagnement, c'est qu'on peut être entendu devant l'équipe pluridisciplinaire. Et souvent c'est intéressant parce que ça permet en amont d'expliquer les difficultés qu'on a, les difficultés de l'enfant, et ça évite parfois peut-être l'étape de la commission des droits qui est plus impressionnante parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Alors je reviens sur la réunion. Voilà, le droit d'être entendu par les membres de la CDAPH. Alors sauf si, petite aussi indication que je redirai cet après-midi, mais dans le dossier MDPH, à la fin, en page 8, il est indiqué « Souhaitez-vous bénéficier de la procédure simplifiée ?» Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, alors on ne sait jamais qu'est-ce que c'est la procédure simplifiée. Donc en 2 mots, la procédure simplifiée, c'est le droit de ne pas être entendu. C'est l'inverse. C'est-à-dire que si vous cochez « Oui, je souhaite bénéficier de cette procédure simplifiée », ça veut dire que vous ne serez pas entendu devant la commission des droits. Voilà, donc petite astuce à connaître. Et surtout, c'est souvent pour des dossiers des renouvellements assez simples. Par exemple, quand on a besoin pour les personnes qui travaillent, je pense à un adulte en milieu ordinaire, quand on a besoin d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, voilà, ça c'est facile de cocher la case. Mais tout ce qui concerne l'évaluation des prestations sociales, même dans le cadre de nos renouvellements, en général, je suis plutôt à déconseiller de cocher cette case, c'est-à-dire d'accepter de bénéficier de cette procédure parce que c'est une commission restreinte qui se prononce et on n'est pas entendu s'il y avait une difficulté. Dans tous les cas, il y a des recours, c'est l'étape numéro 6, alors c'est ce qu'on va voir juste après. Alors d'abord, oui, il y a évidemment la notification des décisions, c'est-à-dire que les décisions, là où les décisions sont envoyées aux familles, par courrier simple, et il y a ensuite un délai de 2 mois pour effectuer les recours. Et c'est souvent, en fait, il n'y a pas l'étape 3, c'est-à-dire qu'on passe directement entre le moment où on dépose son dossier et le moment où on a la décision. Voilà, toutes les étapes 4, 5, enfin 3, 4, 5, souvent n'ont pas lieu, c'est-à-dire que les familles ne sont pas du tout informées, et on arrive directement à cette fameuse notification de la décision, avec parfois une agréable surprise ou au contraire une mauvaise surprise, selon le cas. Et puis dernière étape, ce sont les recours. Alors c'est ce qu'on va voir, on va aller voir, vous allez voir que ça va être très simple là aussi, je vais vous expliquer les choses de façon simple. Donc les recours possibles. Donc soit ça va être des recours amiables, on verra, il y en a 3 types de recours, soit ça va être directement le recours contentieux. Alors je vais vous les détailler. Donc d'abord les recours amiables, donc comme je disais, il y en a 3, alors ouais, on ne voit pas très bien. Donc d'abord on a le recours gracieux qui en fait j'allais dire ma préférence, parce que c'est souvent, ça évite de saisir le tribunal, et en fait c'est tout simplement la commission des droits qui à nouveau se reprononce sur le dossier de l'enfant ou de l'adulte. Donc c'est un recours qui n'est pas prévu par la loi, mais qui est en général parfaitement indiqué dans les décisions rendues par la commission des droits.
Alors c'est un recours où en fait l'avantage c'est que la commission des droits va réformer ou annuler la décision, c'est-à-dire qu'elle va reprendre l'intégralité du dossier de l'enfant. Et en fait il faut, en termes de procédure, rédiger un courrier recommandé, c'est-à-dire une fois qu'on reçoit la décision de la commission des droits, qu'on n'est pas satisfait de cette décision, eh bien il suffit, alors selon les cas, mais il faut en fait adresser un courrier recommandé avec accusé-réception au président de la commission des droits en lui indiquant qu'on conteste la décision. Dans certains cas, ça peut être intéressant d'ajouter des éléments nouveaux si vous en avez, donc de joindre des bilans s'il y en a eu d'autres entre-temps, ou réexpliquer un petit peu la difficulté. Voilà, ça peut être intéressant de reformuler tout ça. Par exemple, moi en général, quand il y a des familles qui me saisissent en disant voilà, nous on vient de recevoir la décision, on n'est pas satisfait. Donc dans le cadre d'un recours gracieux, eh bien, je vais rédiger une dizaine de pages. Alors c'est vrai que j'écris énormément de choses, parce que j'explique en fait, je prends les textes de loi et j'explique quelles sont les difficultés de la famille, quel est le temps que consacrent les parents à l'enfant au quotidien, quelle est la journée type d'un enfant, et c'est tout ça qu'on va voir très en détail cet après-midi. Donc c'est vraiment enfin pour moi, je prends un exemple, j'ai une famille qui est venue me voir, le taux d'incapacité, tout a été refusé en fait par la commission des droits, donc rien du tout. Et la famille me dit voilà, nous on a absolument besoin de certains droits rapidement, donc on a opté pour le recours gracieux parce que souvent c'est parfois plus rapide que de saisir le tribunal, alors après ça dépend des régions. Et puis en effet, je suis arrivée devant la commission des droits avec la famille, et puis là, comme par hasard, mon recours gracieux avait fait des miracles, manifestement, puisque l'équipe pluridisciplinaire avait revu l'intégralité du dossier en disant bah oui, c'est vrai, on n'avait pas vu tel élément, on n'avait pas vu ci, on avait ça, donc on vous accorde ça, ça, ça et ça. Très bien, donc j'ai plus qu'à négocier quelques trucs parce que, et à quelque chose près, c'était quasiment ce que je voulais, puisqu'on parlait de complément 2, complément 3, on parlait d'un certain nombre d'heures d'AVS, voilà, quelque chose près, j'ai pu renégocier. Mais tout ça pour dire que c'est hyper important au final de bien présenter le dossier. Alors je sais qu'on y passe beaucoup de temps, moi je le vois bien quand je le fais pour les familles, mais c'est vrai que c'est ce qui va permettre d'ouvrir des droits et d'avoir la prestation et le taux d'incapacité qui correspond à la réalité et aux besoins de l'enfant. Donc en termes de procédure, voilà, on renvoie le courrier recommandé. Alors selon les commissions, enfin selon les MDPH, on peut attendre 4 mois. Il y en a d'autres, on va attendre 6 mois. Il y en a d'autres, en 2 mois, on va avoir une nouvelle commission des droits qui va se réunir. Donc là aussi, c'est important d'indiquer, si vous souhaitez être entendu, de l'indiquer dans le courrier, dans le recours gracieux, en disant voilà, je ne suis pas satisfait, je souhaite être entendu par la commission des droits, je vous transmets des nouvelles pièces. Et puis ensuite, on peut être donc de nouveau convoqué devant la commission des droits. Et puis la décision est également notifiée au demandeur. En termes de délai, si on veut éventuellement faire un recours contentieux, c'est-à-dire si on veut saisir le tribunal, eh bien, dès qu'on reçoit cette décision-là, c'est important de le faire dans le délai de 2 mois, le recours gracieux. Et ensuite, si la décision ne nous satisfait pas, une fois qu'on a la nouvelle décision de la commission des droits, on a de nouveau un délai de 2 mois pour saisir le tribunal. Voilà. Après, on peut aussi aller directement, ne pas passer par un recours gracieux, et directement saisir le tribunal. C'est aussi possible, parce que dans certains cas, ça m'arrive de dire le recours gracieux, ça ne va pas marcher, parce que je ne connais pas, enfin parce que je ne le sens pas, parce que la commission elle est comme ci, elle est comme ça, parce qu'on a un vrai problème de droit et que les membres de la commission en général ne sont pas des juristes, hein, c'est pas une critique, voilà, ce ne sont pas des juristes, et quand il y a un problème de droit, c'est parfois beaucoup plus intéressant d'aller directement devant le tribunal, parce que le tribunal ce sont des juristes, et parfois ça peut être plus intéressant d'aller directement devant le tribunal, et dans d'autres cas, le recours gracieux est très approprié. Voilà, ça dépend. Ensuite, un mot sur un autre type de recours. Alors l'objectif, c'est ce recours-là, donc c'est le cadre juridique, donc ce sont les articles du Code de l'action sociale et des familles, CASF, c'est le Code de l'action sociale et des familles, et c'est là en fait où on a accès à l'intégralité des textes en matière de droit du handicap, quasi l'intégralité, il n'y a pas que ce code-là, mais en partie dans ce code. Et vous avez accès en fait sur Légifrance, vous allez sur le site de Légifrance, vous allez vous tapez légifrance.fr, vous allez dans les codes en vigueur, et ensuite il y a tout un tas de codes, vous avez vraiment la liste de tous les codes qui existent en France,
Et c'est un des premiers, il s'appelle donc Code de l'action sociale et des familles. Et ensuite, vous tapez le numéro de l'article, donc là en l'occurrence par exemple L146-10. Et puis on a également d'autres articles qui font référence à cette procédure-là. Alors l'objectif de cette procédure de conciliation, c'est un autre recours amiable. C'est pas mon préféré parce que l'objectif il est très différent finalement du recours gracieux. Et là l'objectif c'est plus quand on a une difficulté par exemple avec un établissement médico-social. Quand on n'est pas... alors évidemment ça suppose d'attendre la décision de la MDPH quand, je sais pas, par exemple un thème... bon, ça suppose d'attendre quand même la décision, mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que le conciliateur, donc il y a un conciliateur qui va être désigné au sein de la MDPH, il n'a pas du tout le pouvoir de réformer la décision ou de l'annuler. Ça veut dire qu'il n'a pas du tout le pouvoir d'annuler la décision qui vient d'être rendue. En revanche, il va essayer de concilier les parties, c'est-à-dire d'écouter quelles sont les demandes des parents, quelle est la problématique, et ensuite il va rendre un rapport. Et éventuellement, dans certains cas, ça peut arriver, mais c'est beaucoup plus rare, que la commission des droits rende une nouvelle décision, mais ça reste assez exceptionnel parce que juridiquement, ce n'est pas l'objectif de ce recours amiable. Donc l'objectif de ce recours amiable, c'est plutôt, moi par exemple, quand je l'ai fait une fois, c'est plus parce qu'il y avait une difficulté avec un établissement médico-social et une famille, c'est-à-dire que voilà, la famille n'était pas d'accord avec ce que préconisait l'établissement pour l'enfant. L'enfant était déjà accueilli dans l'établissement. Donc ça peut être intéressant de savoir qu'il y a un conciliateur au sein de chaque MDPH. Quand on a du mal à s'entendre voilà, avec l'établissement, ça peut être une solution. C'est une procédure, voilà, évidemment, mais dans tous les cas, elles sont toutes gratuites, toutes internes à la MDPH, et donc il y a une personne, un conciliateur qui est désigné. Voilà. Je ne m'attarde pas parce qu'il y a des petits délais, des petits trucs, des machins, mais comme ce n'est pas la procédure la plus intéressante, je passe un petit peu vite. Ensuite, autre recours amiable, là aussi, ce n'est pas du tout la plus intéressante. Alors là encore, ça dépend de l'objectif, mais c'est ce qu'on appelle la procédure de règlement amiable des litiges. En deux mots, pour faire très simple, c'est par exemple, on n'est pas satisfait des très longs délais qu'il y a devant la MDPH avant d'obtenir une décision, eh bien, on peut opter pour cette procédure-là en disant mais c'est pas normal, on a des délais d'attente beaucoup trop longs. Et en fait, l'objectif, c'est que chaque MDPH, au sein de sa propre MDPH, doit désigner ce qu'on appelle une personne référente qui est chargée de recevoir et d'orienter les réclamations. Voilà, c'est l'orientation possible. Alors en effet, donc ça veut dire qu'on est reçu par la personne référente de la MDPH et que cette personne peut nous orienter éventuellement vers le défenseur des droits en fonction de la demande. Mais voilà, on est vraiment sur des problématiques assez différentes de la réception de la décision de la commission des droits. C'est plus, voilà, quand on a un problème de délai d'attente qui sont beaucoup trop longs, qu'on voudrait dénoncer ça, ça peut être voilà, un recours intéressant, mais là encore, ma préférence, c'est vraiment, s'il n'y a qu'à retenir un seul recours amiable, c'est le recours gracieux, voilà, hein, pour faire très simple. Et ensuite, les recours contentieux. Donc les recours contentieux, on est dans l'hypothèse où, comme je vous le disais, donc soit quand on reçoit la décision de la commission des droits et qu'elle ne nous satisfait pas, on va, comme je le disais, soit on fait un recours gracieux, on attend la réponse, et si la réponse de la commission des droits, la nouvelle réponse, ne nous plaît toujours pas, on saisit le tribunal, soit directement à la réception de la première décision de la commission des droits, on n'est pas satisfait, et à ce moment-là, d'emblée, on peut saisir le tribunal, toujours dans un délai de 2 mois à compter de la réception, d'où l'importance souvent de conserver l'enveloppe que vous avez reçue avec le tampon de la poste, parce que c'est finalement cette date-là qui fait foi, et s'il y a un problème de contestation en termes de délai, il faudra, enfin, la preuve qu'on peut apporter nous, c'est la réception de l'enveloppe avec le tampon. Voilà. Alors, ce qui est un tout petit peu compliqué, mais vous allez voir, ça va, là aussi je vais le faire très simple, c'est que finalement il y a 2 types de tribunaux qui sont compétents pour les décisions devant la commission des droits. Alors c'est pas très simple en France, le droit du handicap, voilà, on a plusieurs tribunaux qui sont compétents. Mais il y en a un, en général, c'est le principe, on va faire comme ça. Le principe, c'est le tribunal du contentieux de l'incapacité qui est compétent, et l'exception, c'est-à-dire pour certains cas de figure, c'est le tribunal administratif. Alors, le tribunal du contentieux de l'incapacité, il y en a un par région, donc il y en a un à Paris pour couvrir toute l'île de France, on en a un à Marseille, on en a un à Nantes, on en a un à Bordeaux, à Rouen, à Lille.
dans toutes les régions. Le tribunal du contentieux d'incapacité, il est compétent pour toutes les prestations sociales d'une manière générale, enfin oui, toutes. C'est-à-dire que les compléments d'allocation d'éducation enfants handicapés, l'allocation d'adultes handicapés, la prestation de compensation, donc si on n'est pas satisfait des décisions qui concernent ce type de demande, eh bien c'est le tribunal du contentieux d'incapacité qui est compétent. Il est compétent également pour tout ce qui concerne les orientations en milieu ordinaire ou en milieu spécialisé. Donc si on n'est pas satisfait d'une orientation en IME ou parce qu'on a besoin éventuellement d'un CESAD, voilà, c'est le tribunal du contentieux d'incapacité qui est compétent. Et également pour toutes les cartes d'invalidité, carte de priorité, mais pas la carte de stationnement, qui est de la compétence, là il y a une petite erreur, qui est la compétence du tribunal administratif pour les cartes de stationnement. Et ensuite, pour les adultes, donc comme je disais, c'est l'allocation aux adultes handicapés, pareil, de la compétence du tribunal du contentieux d'incapacité, les compléments d'allocation l'allocation aux adultes handicapés, pareil, on les verra très en détail cet après-midi dans l'atelier pour les adultes, et également donc la prestation de compensation, et puis l'admission dans un foyer d'accueil médicalisé ou dans une maison d'accueil spécialisée. Là aussi, ça relève de la compétence du tribunal du contentieux d'incapacité. Et en deux mots, le tribunal administratif, il est compétent. Alors déjà, c'est un peu particulier l'administration des tribunaux administratifs, parce qu'il y a un département, je pense à Paris par exemple, qui est à la fois une ville et un département. On a le tribunal administratif de Paris, qui couvre ce département et cette ville. Et puis il y a d'autres tribunaux administratifs, comme par exemple celui de Lyon, qui va couvrir les départements de l'Ain, de l'Ardèche, la Loire et Rhône. Donc ce n'est pas la même organisation administrative qu'un tribunal. Donc l'idée c'est de bien faire attention quand on le saisit. Mais là encore, en général, c'est à peu près bien indiqué dans les décisions de la commission des droits. En général, c'est écrit dessus. Donc ce tribunal, il est compétent pour les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et puis tout ce qui est l'orientation en ESAT ou la formation professionnelle. L'ESAT, établissement d'aide et de soutien par le travail. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, moi, la plupart du temps, on saisit le tribunal du contentieux d'incapacité, plus rarement le tribunal administratif. Ça reste l'exception. Le principe, c'est le tribunal du contentieux d'incapacité, et l'exception, le tribunal administratif. Ensuite, quelques mots concrètement pour vous expliquer comment ça se passe. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la procédure, puis après, je vais vous dire concrètement comment ça se passe devant l'audience, comment on est, parce que l'avocat n'est pas du tout obligatoire devant le tribunal du contentieux d'incapacité. Le tribunal administratif non plus, l'avocat n'est pas obligatoire dans cette matière-là. Donc on peut vraiment se défendre tout seul. On peut aussi être assisté par un membre d'association, un représentant qui a l'habitude des tribunaux. C'est aussi possible de se faire assister. Alors au niveau des délais, c'est très variable d'un tribunal à l'autre. Et c'est important à savoir, parce que parfois quand on hésite entre un recours gracieux ou la saisine d'un tribunal, eh bien moi souvent le premier truc que je fais, c'est de voir quels sont les délais. Par exemple à Paris, il faut attendre 1 an. Entre le moment où on fait le recours devant le tribunal et le moment où on a une date d'audience, il s'écoule 1 an. 1 an, ça fait long quand on a des problèmes d'orientation scolaire. Et il n'y a pas de procédure de référé. Vous savez, c'est des procédures d'urgence. Ça n'existe pas du tout dans cette matière-là. En tout cas, devant ces tribunaux-là, tribunal du contentieux d'incapacité, en tribunal administratif, ça existe, mais le tribunal du contentieux d'incapacité, ça n'existe pas. Donc on est obligé d'attendre, même si la situation, elle est urgente. Voilà. Alors parfois, si on connaît bien le greffe, comme c'est mon cas, ça peut m'arriver d'essayer de voir si avec le greffe, on peut avoir une date d'audience plus rapidement, parce que la situation est vraiment très urgente, notamment pour des problèmes de prestation de compensation, d'heures d'aide humaine. Voilà, parfois, il y a une diminution du nombre d'heures par la commission des droits, et puis la famille se retrouve sans avoir suffisamment d'aide de vie. Et là, on a une vraie urgence, donc ça peut arriver que les tribunaux aient une certaine compréhension et acceptent de placer le dossier un petit peu avant certains autres. Voilà. Dans d'autres tribunaux, on est sur des délais de 4 mois. Par exemple, je pense au tribunal du contentieux d'incapacité de Bordeaux, on est sur 4 mois à peu près. Et puis 2 ans, c'est plus je pense au tribunal du contentieux d'incapacité de Dijon, qui a beaucoup de retard. Donc eux, ils sont sur des délais de 2 ans. Donc c'est vraiment compliqué, 2 ans. Voilà. Alors ensuite, comment on fait pour saisir le tribunal? C'est très simple, là aussi. Moi, ce que je conseille toujours, c'est toujours la même procédure, c'est comme ça que je fais.
et c'est comme ça que je conseille à mes clients s'ils veulent le faire tout seuls. C'est un courrier recommandé avec accusé-réception au tribunal du contentieux d'incapacité, à l'adresse en général qui est indiquée dans la décision de la commission des droits, parce que les voies de recours et les délais sont indiqués dans la décision, en général sur la 2e page. Et puis en fait, on écrit dans ce courrier-là, on fait quelque chose d'assez simple. Alors c'est simple, mais c'est quand même très important. Parce que ce courrier-là, c'est ce qui va saisir le tribunal, et s'il y a une contestation, si par exemple, en résumé, il faut indiquer dans ce courrier la décision ou les décisions que vous contestez. Si par exemple, vous avez 3 décisions qui sont rendues, une pour la carte d'invalidité, une pour le complément d'allocation d'éducation enfant handicapé et une pour l'orientation scolaire, si les 3 ne vous satisfont pas, il faut vraiment écrire dans ce courrier que vous contestez les 3 décisions. Ensuite, si c'est les durées d'attribution de la prestation, par exemple, l'allocation d'éducation d'enfants handicapés vous était accordée pour 3 ans d'habitude, et là, on ne sait pas pourquoi, c'est pour 1 an. Eh bien, si vous contestez aussi la durée d'attribution, il faut vraiment l'indiquer dans ce courrier-là. Parce que c'est ce qui va saisir le tribunal. C'est-à-dire qu'après, on ne pourra pas invoquer de nouveaux éléments quand on va aller à l'audience devant le tribunal. Donc c'est un courrier qui a son importance en termes juridiques. C'est simple à faire, mais il ne faut juste pas se tromper sur tous les éléments qu'on veut contester. Voilà, donc c'est important de l'indiquer. Ce que je conseille également toujours, c'est de joindre les décisions que vous contestez dans ce recours. C'est un courrier qui fait 1 page, dans lequel vous dites, voilà, je ne suis pas satisfait des décisions qui ont été rendues à telle date, reçues à mon domicile à telle date, parce que c'est la date de réception qui compte pour les délais. Et puis, vous indiquez que vous contestez le complément d'AEH parce que c'est pas suffisant, vous contestez le taux d'incapacité parce qu'on ne sait pas pourquoi ça a diminué, par exemple, et vous indiquez pas pourquoi, vous indiquez juste que vous contestez. Et ensuite, à la fin du courrier, vous mettez liste des pièces jointes. Dedans, vous joignez la copie de votre carte d'identité, copie du livret de famille, et surtout copie des décisions qui sont contestées. Ensuite, dans un délai de 3 semaines à peu près, vous allez donc vous envoyer bien ça en recommandé avec AR et vous en gardez bien une copie pour vous. Ensuite, dans un délai de 3 semaines, vous allez recevoir un courrier de 3 pages du tribunal, du contentieux d'incapacité, qui va vous dire, voilà, on a bien accusé réception de votre recours et on vous demande de nous renvoyer les 2 pages qui suivent. Alors on va vous poser sur une première page des questions sur votre numéro de sécurité sociale, des trucs bêtes et chiants, si je peux me permettre. Mais bon, il faut quand même le remplir et le renvoyer, et puis on vous demande des éléments. Est-ce que vous avez arrêté votre travail? Est-ce que vous le continuez? Alors, il y a des fois c'est intéressant de remplir, il y a des fois vous ne remplissez pas forcément, mais vous remplissez les premières questions, après c'est un peu plus compliqué. Surtout si le jour du tribunal vous arrivez avec un dossier très complet, parce qu'en fait l'idée c'est ça. Vous faites un recours très simple, et après, devant le tribunal, vous arrivez avec votre dossier très complet. Voilà. Et puis ensuite, il y a une deuxième page où on vous demande est-ce que vous souhaitez être assisté, est-ce que vous souhaitez être représenté. Donc là, c'est le cas, par exemple, si vous avez un avocat. Donc là, c'est le moment de l'indiquer. S'il y a un avocat ou s'il y a un représentant d'association, donc vous allez l'indiquer à ce moment-là. Vous renvoyez ces documents-là. Et ensuite, on a la convocation au moins 15 jours avant l'audience. Ça veut dire qu'il faut être prêt avant. Donc pendant tout ce temps qui va s'écouler selon les tribunaux entre 4 mois et 2 ans, l'idée, c'est de bien préparer son dossier. Alors il y a un autre élément qui est important à bien connaître, c'est que le tribunal, ne soyez pas surpris le jour de l'audience, c'est que le tribunal, il va se prononcer sur la situation médicale de l'enfant ou de l'adulte à la date à laquelle vous avez déposé votre dossier MDPH. Et non pas à la date à laquelle, il y a l'audience. C'est vraiment la date à laquelle vous avez déposé votre dossier médical. Parce que parfois, il peut y avoir une aggravation. Et s'il y a une aggravation, il est préférable de redéposer. Je suis désolée, mais je vous explique la réalité, mais c'est vraiment de la paperasse administrative vraiment casse-pied. Mais s'il y a une aggravation, il est préférable de redéposer un nouveau dossier plutôt que d'expliquer l'aggravation, parce que le tribunal va vous dire on ne peut pas prendre la situation médicale de la personne. Voilà. Alors après, s'il y a un délai assez court, si par exemple l'audience a lieu en 4 mois, a priori le tribunal normalement a une petite souplesse en disant oui d'accord, ok, on va prendre en compte, mais strictement, si on prend strictement les textes, voilà, c'est que le tribunal se prononce à la date de la situation médicale de la personne, de l'enfant ou de l'adulte, la date à laquelle on a déposé le dossier MDPH. Donc pendant cette période-là, on prépare son dossier. Alors il y a un truc très intéressant que moi je conseille systématiquement aux familles,
c'est finalement de demander la copie du dossier médical et administratif du dossier de l'enfant ou de l'adulte à la MDPH. Parce que dedans, alors des fois ils vont mettre un peu de temps pour vous le transmettre, il ne faut pas hésiter à relancer, hein, au bout d'un mois si on n'a toujours rien, voilà, on relance. Parce qu'en fait, dans ces dossiers-là, quand on vous l'envoie, il y a normalement, alors après il y a des MDPH qui commencent à se méfier maintenant, qui commencent à connaître le truc, mais normalement on a les synthèses de l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire. Et ça a cet intérêt-là de demander la copie du dossier, c'est de voir quelle est la position de l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire pourquoi l'équipe pluridisciplinaire a donné un avis différent de d'habitude, par exemple, ou un avis contraire à ce qu'on voulait. Et donc ça a vraiment cet intérêt. Moi, il m'est arrivé de gagner des dossiers juste sur les avis des équipes pluridisciplinaires. J'espère qu'il n'y a pas de représentant de la MDPH, mais en même temps, j'assume mes propos. Voilà, c'est comme ça que ça fait partie des astuces de mon travail. C'est vous demandez la copie du dossier médical et administratif de l'enfant, vous demandez depuis telle date, c'est-à-dire qu'il faut préciser une date. Alors soit c'est depuis, par exemple, vous avez un cas de figure, vous avez toujours obtenu un taux d'incapacité de 80% pour l'enfant. Et puis on ne sait pas pourquoi, là ça passe à 50%, entre 50 et 79%. Donc dans ce cas de figure, ça peut être intéressant de demander l'intégralité de la copie du dossier médical et administratif de l'enfant à la date du premier dossier déposé. Alors bon, parfois ça peut être un peu volumineux, mais ça a l'avantage de comprendre voilà, pourquoi tout s'est bien passé et pourquoi d'un coup, d'un seul, ça n'est plus passé. Quel a été le problème? Donc voilà, petite astuce, donc pendant ce temps-là, vous préparez, vous pouvez aussi demander le dossier médical, je ne sais pas, aux hôpitaux, s'il y avait une intervention, s'il y avait... Enfin voilà, vous préparez bien votre dossier. De mon côté, en termes de travail, donc je sais que c'est un travail, mais je vous le transmets par exemple, ce que moi je peux faire, et si vous en avez le temps et le courage, c'est de rédiger ce qu'on appelle des conclusions. Les conclusions, ça veut dire que c'est une synthèse sur finalement la situation de l'enfant, c'est-à-dire quel est le handicap de l'enfant. Je joins par exemple, je récapitule toute la situation médicale de l'enfant, les interventions, le diagnostic, voilà, les bilans qui ont été faits. Donc c'est vrai que ce sont des documents qui font, selon les enfants, entre 10 et 20 pages. Donc pour moi, c'est assez fastidieux. Je vous explique ce que moi je fais. Après, je sais que vous allez faire en fonction de ce qui vous est possible, mais une petite synthèse de 2-3 pages peut aussi parfaitement suffire. Et ce qui est intéressant aussi, en fonction de la demande, par exemple, quand on conteste un complément d'allocation d'éducation enfant handicapé, c'est d'expliquer la journée type. Donc je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, là aussi de dire finalement, de décrire la journée type. Alors ça ne marche plus. De décrire, c'est-à-dire le temps que vous consacrez à votre enfant, c'est-à-dire de 7h du matin jusqu'à 6h59 après, donc pendant 24 heures, de décrire le temps que vous consacrez à votre enfant. Parce que finalement, l'idée, c'est d'arriver à transmettre au tribunal, comme d'ailleurs à la MDPH, votre quotidien. Et c'est ça qui est compliqué, et c'est ça que les équipes ne peuvent pas deviner. Donc il faut arriver à se mettre à leur place et leur expliquer comment vous vivez, quel est votre quotidien, donc d'écrire une journée type. Vous pouvez joindre aussi un emploi du temps avec toutes les prises en charge de l'enfant pour expliquer. Donc là, l'idée, voilà, c'est vraiment de bien préparer votre dossier. Et puis, ce qui fait que le jour de l'audience, vous êtes prêt avec votre dossier, avec les pièces, parce que tout ce que vous allez expliquer, il faut joindre les pièces. On est vraiment en France sur un système de preuve, c'est-à-dire que vous pouvez raconter ce que vous voulez dans le tribunal, si vous ne justifiez pas la preuve, ça ne va pas bien passer. Voilà. Donc il faut des dossiers, bon c'est vrai que chez moi, c'est vrai que les dossiers sont... Je demande toujours beaucoup de pièces aux familles, c'est un temps, mais après ça me permet d'avoir des conclusions volumineuses, d'avoir beaucoup de pièces. Et en général, les tribunaux sont sensibles quand on a tous les arguments, c'est-à-dire tout ce qu'on affirme, et qu'ensuite on apporte la preuve dans le dossier, et bien c'est vrai que ça aide énormément. Alors le déroulement de l'audience, c'est un tribunal, sont des tribunaux que moi j'affectionne par rapport à d'autres tribunaux. Voilà. Par exemple, je pense tout ce qui se passe devant le tribunal de grande instance, et notamment au juge aux affaires familiales, où on est sur des procédures qui sont, je trouve, un peu violentes, rapides, dures, conflictuelles. Là, en général, alors ça ne veut pas dire que c'est pareil partout, parce que j'ai aussi des conflits devant les tribunaux du contentieux d'incapacité, mais en général, ce sont des magistrats qui sont assez à l'écoute, parce que c'est une matière qui est particulière. Donc c'est des magistrats qui sont, donc il y a 3 juges. Il y a un juge qui est un juge professionnel,
qui est en fait, en général c'est un juge honoraire, c'est-à-dire que c'est un juge en fin de carrière qui est là, qui a déjà fait un certain nombre qui est allé déjà dans un certain nombre de juridictions, et puis donc c'est lui qui va présider l'audience. Et puis à côté de lui, à sa droite et à sa gauche, vous avez ce qu'on appelle des juges assesseurs. Donc il y en a un qui est un représentant de salarié, et puis il y en a un autre qui est représentant d'employeur. Et donc en général, ils sont un peu plus dans l'écoute, parce que c'est souvent le magistrat professionnel qui est celui qui va tenir l'audience. Et puis vous avez également deux autres personnes. Il y a ce qu'on appelle une secrétaire d'audience. C'est pas un greffier parce qu'il ne dépend pas du ministère de la Justice, mais ça a exactement les mêmes fonctions qu'un greffier. Et en fait, cette personne-là va prendre des notes sur ce qui se dit, ce que vous allez dire, ce que le président va dire. Donc voilà, elle prend des notes. Et puis on a également un médecin expert. Alors, le médecin expert, il a un rôle intéressant et en fait, il va assister au déroulé de l'audience et c'est lui qui va donner son avis sur le taux d'incapacité de l'enfant, si par exemple c'est le problème, ou alors il va donner un avis sur la situation médicale. Et en fait, il y a souvent, il y a systématiquement une petite salle, donc ça se passe dans les tribunaux, c'est pas du tout aussi impressionnant qu'à la télévision, hein, c'est des petits tribunaux, c'est très différent, souvent ils ne sont pas du tout affectés dans le tribunal de grande instance, c'est souvent dans des lieux différents. Donc c'est moins impressionnant, on est tous assis, voilà, les trois magistrats sont là, les familles sont devant, c'est moins impressionnant, voilà, qu'un tribunal de grande instance, moins impressionnant que ce qu'on voit à la télévision. Et puis il y a une petite salle attenante, qui est ce qu'on appelle le cabinet médical. Et en fait, le médecin va assister au débat, et ensuite, soit il va dire, j'ai suffisamment d'éléments et je vais me prononcer de suite sur le taux d'incapacité de l'enfant ou sur la situation médicale de l'enfant, ou sur le temps que représente, le temps que peuvent consacrer les parents à l'enfant. Et donc, soit il le fait comme ça, soit il va dire, non, moi j'ai besoin de voir l'enfant et les parents dans le petit cabinet à côté, parce qu'il a des questions à poser. C'est pas forcément un examen où l'enfant doit être déshabillé, hein, c'est pas forcément ça, ça peut arriver, mais c'est pas forcément ça, c'est surtout des questions sur le quotidien, pour qu'en fait le médecin comprenne bien quel est le quotidien des familles. Voilà. Et ensuite, donc, en première étape, pour faire ça, donc ça c'était les personnes qui sont présentes. Ensuite, sur le déroulement en tant que tel, donc on rentre dans la salle d'audience, et puis le magistrat, donc le juge professionnel, va poser des questions à la famille un petit peu. La famille va s'expliquer sur le quotidien. Ensuite, il y a le temps avec le médecin. Donc le médecin soit va s'exprimer directement, soit il va y avoir l'examen médical. Et ensuite, il va revenir et devant la famille, il va expliquer quelle est sa position. Et après, il est toujours possible, évidemment, de reprendre la parole. Et ensuite, l'audience, finalement, se termine et on a la décision 1 ou 2 mois après. Voilà, on reçoit par courrier recommandé avec accusé-réception. Voilà, en gros, comment se déroule une audience devant le tribunal. Et ensuite, une fois qu'on reçoit la décision, donc par courrier recommandé, comme je le disais, on a 1 mois pour faire appel. Et je vais donner quelques explications sur l'appel parce que ça peut être aussi intéressant. Mais oui, ça peut être aussi intéressant. Après, on va faire un petit temps de questions parce que je suis sûre que vous avez des questions après. Donc, je termine juste mes explications sur la cour d'appel et on en a terminé. Donc, la cour d'appel, ce qui est très frustrant, c'est qu'il n'y en a qu'une seule en France, elle est à Amiens. Alors, pour ceux qui habitent à Marseille, c'est compliqué. Ou même à Toulouse, c'est compliqué. Là aussi, l'avocat n'est pas du tout obligatoire. Hein. Et la différence par rapport au tribunal du contentieux de l'incapacité, c'est que c'est une procédure écrite. C'est-à-dire qu'on est obligé, si on la saisit, là pour le coup, on est obligé de rédiger un mémoire ou des conclusions, c'est la même chose, parce que la procédure est écrite. Et on n'est pas obligé de se déplacer parce qu'il y a un médecin à l'audience. Alors je vais vous expliquer, c'est un petit peu différent. Bref, je vais juste reprendre le déroulement. D'abord, ce qui est terrible, là aussi, c'est qu'on a des délais de 2 ans. C'est-à-dire qu'entre le moment où on saisit la cour et le moment où on a une date d'audience, c'est 2 ans. C'est énorme. Quand on est sur les problèmes d'orientation scolaire, c'est pour ça que je dis souvent que c'est extrêmement important de bien préparer le dossier en amont. Éventuellement de faire un recours gracieux, si on le sent, si on pense qu'on pourra avoir une meilleure écoute, plutôt que d'aller jusque dans ces procédures-là. Je n'ai pas une âme de procédurière, c'est mon métier, mais si on peut éviter, vraiment je suis la première à le conseiller.
Alors là aussi, pour le saisir, on fait un courrier recommandé au secrétariat du tribunal du contentieux d'incapacité qui a rendu la décision. En fait, on ne fait pas un courrier recommandé à la cour d'appel, on fait un courrier recommandé, mais là encore, tout est expliqué dans le jugement. Hein. Ce que je vous explique là, si vous deviez en arriver jusque-là, tout est écrit dans le jugement du tribunal. On fait un courrier recommandé au tribunal, là aussi très simple, en disant qu'on conteste l'intégralité du jugement, qu'on n'est pas d'accord. Et ensuite, c'est le tribunal du contentieux d'incapacité qui va envoyer le dossier à la cour d'appel. Et la cour d'appel, elle va envoyer un... Alors c'est le tribunal, à la réception de votre courrier, dans les 3 semaines qui suivent, là aussi, il va vous envoyer un courrier en disant, un courrier très simple, d'une page, en disant j'ai bien reçu votre recours, c'est ensuite la cour d'appel qui va le traiter. Et là, il peut s'écouler du temps, entre le moment où vous avez reçu ce courrier d'enregistrement du tribunal, qui est d'ailleurs l'essentiel parce que c'est vraiment la trace, c'est ce qui prouve que vous avez bien fait le recours. Et il peut s'écouler du temps entre le moment où on reçoit ce courrier-là et le moment où on reçoit un courrier en recommandé avec accusé-réception de la cour d'appel qui vous demande, dans un délai de 20 jours, de produire le mémoire en 3 exemplaires et les pièces en 3 exemplaires. Alors moi, très souvent, le délai de 20 jours, c'est pas possible. Donc très souvent, je renvoie un courrier très simple, ou un fax, en disant voilà, moi j'ai besoin d'un délai d'1 mois, 1 mois et demi supplémentaire. Ils vous répondent jamais, mais c'est enregistré, en général, il n'y a pas de problème. Et donc là, pendant ce temps-là, c'est une procédure écrite, donc là pour le coup on n'a pas le choix, il faut rédiger, et il faut préparer un mémoire, il faut préparer des pièces, tout ça en 3 exemplaires, voilà. Et ensuite, une fois qu'on envoie ce mémoire en 3 exemplaires avec ces pièces, la cour d'appel va transmettre ce mémoire et les pièces, voilà, qui vous les demande en 3 exemplaires, à la MDPH. Et la MDPH, alors la MDPH, c'est vrai, je n'en ai pas beaucoup parlé parce qu'en fait, c'est des fantômes aux audiences, on ne les voit pas. C'est très très rare. Moi, le nombre de dossiers que j'ai plaidés où je ne les ai pas vus, je les ai peut-être vus, je ne sais pas, en 11 ans de carrière, je les ai peut-être vus, je ne sais pas, 2 ou 3 fois. Voilà. Donc on ne les voit pas. Ils n'ont pas de budget pour ça, ils n'ont pas de budget pour se défendre. Alors c'est pas mal, ça nous facilite un peu la tâche. Sauf que dans certains cas de figure, et ça je trouve ça absolument terrible, c'est qu'il y a des dossiers où voilà, on est sur des problèmes c'est souvent des problèmes de PCH, de prestations de compensation. J'ai des familles où on est sur des cas de figure plutôt adultes qui ont un certain nombre d'heures de prestations de compensation et puis la MDPH, on ne sait pas pourquoi, des restrictions budgétaires certainement, pas d'autre solution, puisque la situation médicale de la personne ne change pas, n'évolue pas, ne s'améliore pas, on a une diminution du nombre d'heures. Donc là j'ai eu comme ça plusieurs situations où on a des diminutions. Et évidemment, je regarde le dossier, je vois que, a priori, ça ne se justifie pas d'un point de vue médical, donc je dis, il faut faire un recours. Donc on saisit le tribunal, on gagne au tribunal, voilà, pas de problème, et puis là, la MDPH réapparaît et elle fait appel. Et là, comme la décision du tribunal n'est pas exécutoire, ça veut dire qu'on continue sur la décision de diminution du nombre d'heures jusqu'à ce que la cour d'appel se soit prononcée. Donc là, on arrive dans des situations qui sont délicates et je trouve ça... Alors moi, je me suis pas mal sur les réseaux sociaux, enfin, dans les articles un peu spécialisés dans le handicap, je me suis pas mal prononcée là-dessus parce que je trouve ça dégueulasse. Voilà, je trouve ça totalement injuste. Et alors j'explique devant la cour d'appel dans mon mémoire, j'explique en termes procédural que pour moi, c'est ce qu'on appelle un argument nouveau. Jusqu'à maintenant, et donc ça devrait être balayé et ça devrait être irrecevable. Et jusqu'à maintenant, la cour d'appel ne m'a jamais suivi. Sauf que la cour d'appel, alors moi j'ai un avis là aussi bien à moi sur la cour d'appel, autant comme j'affectionne globalement à quelque chose près les tribunaux du contentieux d'incapacité, autant comme la cour d'appel, j'ai quand même beaucoup plus de mal, parce que je trouve qu'ils sont très pour les MDPH, voilà, ou pour les compromis. Mais pas vraiment, enfin, en tout cas, on a des compromis, l'idée c'est vraiment d'éviter d'arriver là, hein, d'arriver à cette cour. Et voilà, donc juridiquement, j'ai jamais compris pourquoi, jusqu'à maintenant, la cour d'appel ne m'a pas suivi, parce que pour moi, le fait de ne pas avoir produit ces éléments en première instance et d'en avoir, pour moi, ce sont des éléments nouveaux, et ça doit être déclaré irrecevable. Voilà. Ça n'a pas été jusqu'à maintenant. Voilà, ensuite, donc, je reviens sur ma procédure. Donc, chaque partie voilà, reçoit donc, les conclusions de la MDPH, enfin en tout cas, les mémoires et les pièces sont envoyées à la MDPH.
Après, soit les MDPH répondent, soit ils ne répondent pas, parce que ça arrive qu'elles ne répondent pas du tout. Et en dernier lieu, eh bien, c'est le médecin expert qui va... alors c'est là où c'est aussi un peu frustrant devant cette cour, c'est que le médecin expert, finalement, il statue sur dossier. Donc il ne voit pas l'enfant, et ça reste que, quoi qu'on en dise, voir l'enfant, voir l'adulte, c'est quand même... Ça fait souvent, enfin ça peut faire basculer des dossiers. Voilà, en CDAPH c'est pareil, quand je viens avec les enfants, ah bah oui c'est vrai, en voyant l'enfant, ah bah oui, hein. Et c'est sûr que sur dossier c'est pas pareil. Voilà. Donc voilà, donc là aussi c'est très frustrant en termes de fonctionnement, c'est que le médecin expert il va rendre des observations écrites qui sont transmises aussi à la famille, en recommandé. Et là pareil, on a un délai de, je sais plus c'est 15 jours ou 3 semaines, ou 20 jours, je crois que c'est 20 jours aussi, pour répondre si on est d'accord ou pas d'accord. Voilà. Donc, selon, on répond ou on ne répond pas. Ensuite, donc tout ça, c'est cool, hein, un long délai, il ne faut pas être pressé, hein, vous avez compris devant la cour d'appel. Ensuite, l'instruction, elle est clôturée et on a une date d'audience dans les 2 mois qui suivent. C'est-à-dire qu'on reçoit un courrier recommandé de la cour qui dit voilà, l'instruction, elle est clôturée et la date d'audience, elle est fixée dans 2 mois. Donc l'idée, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de s'y présenter. Après, selon où on habite, c'est compliqué. C'est pas évident non plus de venir avec l'enfant ou l'adulte, voilà, en situation de handicap à la cour. Et ensuite, le déroulement de l'audience. Alors, ils sont pareils, trois juges, exactement le même type de composition. Un juge professionnel et 2 juges assesseurs, donc un représentant de salarié et un représentant d'employeur. On a également un secrétaire d'audience, on a également le médecin expert, c'est-à-dire le même que celui qui a rédigé les observations, il est là à l'audience. Et en termes de déroulement, en général, le président fait un petit topo sur la situation. Ensuite, le médecin expert lit ses observations et ensuite on a la parole. Donc là, on s'explique sur pourquoi on est là, pourquoi on n'est pas d'accord, etc. Et puis la décision est rendue au moins 2 mois après. Et là encore, on a un nouveau délai de 2 mois pour saisir ce qu'on appelle la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, on peut la saisir que s'il y a un problème de droit. Si on n'a pas de problème de droit dans le dossier, juridiquement, on ne peut pas la saisir. Donc voilà un petit peu en résumé la procédure devant la Cour d'appel à Amiens. Vous avez compris que je n'excédais pas des masses. Et puis après, voilà, j'avais juste préparé une dernière diapo sur la Cour de cassation, mais c'était uniquement si